Rebonjour à toutes et à tous, de retour sur le plateau du VAP Expo pour une conférence relative à la standardisation ou la normalisation en français des produits de la VAP. Nous allons parler des processus de normalisation qui peuvent actuellement être en cours notamment en France et en Angleterre. Je reçois pour parler de ces différents points Grégory Berthou, qui est rapporteur du comité stratégique biens de consommation, sport et loisirs de l'AFNOR, l'association de normalisation en France. Également Catherine Devlin, présidente de l'ESITA, qui travaille avec l'association de normalisation britannique, le BSI. Et enfin, nous avons aussi le plaisir d'accueillir depuis Bruxelles, il est venu à Paris, Ashok Ganesh, qui est directeur de l'innovation au CEN, qui est donc le comité européen de normalisation. On se retrouve après un petit jingle. Qui doit arriver. Est-ce que vous m'entendez ? Quelles sont les normes pour la cigarette électronique en France, au Royaume-Uni et en Europe demain? Nous allons en débattre cet après-midi. Peut-être avant de regarder les présentations de nos différents intervenants, je vais vous demander à vous trois de vous présenter rapidement et de nous décrire aussi la façon dont vous voyez ce salon, le VAP Expo, et la manière dont les professionnels peuvent se saisir du sujet normalisation. Si je devais résumer mon propos, de quoi allons-nous parler cet après-midi? Parce que c'est vrai que la normalisation, c'est un domaine qui peut sembler flou. Est-ce que, Catherine, tu peux peut-être nous parler de la normalisation de la cigarette électronique, vraiment en résumé, en 2 mots, par rapport aussi aux travaux du BSI? In 2 words. Bon, et 2 mots, c'est pas évident, hein. C'est un défi. Alors, bien sûr, donc par rapport à l'Institut britannique, on a eu des documents qui ont été mis ensemble depuis le mois de février. Et c'est vrai que pour l'instant, il s'agit de le mettre en commun, voir qu'est-ce qu'il en ressort. Grégory? Pour les acteurs de ce salon, en fait, c'est plutôt de leur dire qu'en ce moment, cette année, les règles du jeu qui vont structurer leur marché sont en train d'être construites au niveau français et que c'est encore l'occasion de venir participer à la construction de ces règles du jeu. Monsieur Ganesh, oui, vous comprenez le français un peu. Voilà, je voulais simplement peut-être que vous nous expliquiez en quelques phrases ce que signifie la normalisation à l'échelle européenne, sachant qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé lors du salon VAP Expo de la directive européenne, des réglementations françaises, britanniques et des différents pays, aussi aux États-Unis avec la FDA. En quoi consiste la normalisation à l'échelle européenne? Thanks very much. Oui, merci beaucoup. Je pense que les standards européens sont très marqués par différents accords, n'est-ce pas? Des accords importants au niveau européen. Bon, alors, on peut voir tout ce qui se passe au niveau des pays. Il y a des accords bien précis. Comment réaliser ces enjeux au niveau aussi des industries? Donc, nous avons des standards européens. Nous avons ensuite tous ces accords qui doivent être diffusés et comment dirais-je, qui doivent avoir un impact aussi sur tous les acteurs, les personnes qui participent à tout cela. L'électronique que vous découvrez ces derniers mois, c'est aussi un secteur nouveau, innovant, il n'y avait pas de réglementation. C'est aussi la raison pour laquelle les organismes de standardisation au Royaume-Uni et en France se sont saisis du dossier et peut-être demain le Comité européen de normalisation. C'est assez inédit d'avoir ce type de travaux. Oui, absolument. C'est quelque chose de nouveau, de novateur,
de nouveaux secteurs, de nouveaux horizons, en fin de compte. Et c'est ça qui se passe. En fait, on a tous ces aspects dans la standardisation, on a ces accords dont je parlais, et on doit les incorporer dans ces standards, dans ces corps, dans ces objets. Et donc, c'est important aussi au niveau européen de la Commission de voir tout ce qui se passe au niveau des séries, au niveau du niveau de la qualité, et des performances également. Vous savez, c'est très important de suivre ces signaux qui proviennent des organisations, et les industries ont un rôle à jouer important au niveau de la responsabilité. Regardez vos présentations avec attention. On commence avec Grégory Berthoud de l'AFNOR, et nous allons voilà, avoir un état des lieux, grâce à Grégory, des travaux de l'AFNOR. Oui, alors tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, juste une rapide présentation d'AFNOR, de ses missions. Donc on est un groupe international de services avec 4 grands métiers: la certification, la formation, l'édition, mais ici c'est ce qui nous intéresse, la normalisation, qui est une mission d'intérêt général qui nous est conférée par un décret ministériel. Ce décret, il situe AFNOR comme l'animateur central du système français de normalisation. Donc on est en charge de produire et de créer les conditions pour que des documents de normalisation puissent être réalisés avec les acteurs. On est à ce titre le membre français des organisations européennes, donc le Comité européen de normalisation, dont Ashok est le digne représentant aujourd'hui, et également le membre français de l'Organisation internationale de normalisation que vous connaissez sous le nom de l'ISO. On intervient dans tous les domaines de l'activité économique, dès lors qu'il y a un besoin qui se manifeste de fixer des règles du jeu entre les acteurs et entre tous les acteurs, donc que ce soit des professionnels, mais aussi des consommateurs, les pouvoirs publics qui ont aussi des politiques publiques en matière notamment de sécurité des produits, puisque là on est sur le segment des biens de consommation. Et nous, notre mission, ça va être de recenser les besoins en normalisation et de s'assurer de mobiliser l'ensemble des partenaires que l'on doit retrouver autour de la table pour pouvoir élaborer une norme qui va devenir le document de référence sur lequel tout le monde se sera mis d'accord sur la base d'un consensus. Voilà. Qu'est-ce qu'une norme? Un document de référence d'élaboration consensuelle qui va s'appliquer de manière volontaire, à la différence de la réglementation, et qui va apporter des solutions à des soucis, à des problèmes, à des questions, des enjeux auxquels les acteurs font face dans le cadre de leur activité. On va distinguer différents types de normes, mais en gros, pour faire le parallèle avec la cigarette électronique, on est sur des produits, donc le dispositif de vaporisation, le contenant avec les liquides, et il va falloir déterminer un certain nombre d'exigences avec des méthodes d'essai à l'intérieur du document qui permettront de venir vérifier que le produit est bien conforme à l'exigence, au niveau d'exigence que l'on a fixé ensemble. Et un des travaux, alors des méthodes d'essai, mais également des méthodes d'analyse, puisque un des enjeux des travaux au niveau français, c'est effectivement de mettre au point une méthode d'analyse de la vapeur dégagée par les liquides, notamment, mais pas seulement. Voilà. Après, vous pouvez avoir des normes qui sont plutôt des normes d'organisation, et là, on va... Quand on parle de processus de production, on a souvent en tête la norme ISO 9001 sur les systèmes de management de la qualité. Mais ça, c'est en amont, c'est comment on assure le moyen de production, mais ça n'est pas en lien avec le produit une fois sur le marché. Donc on a 2 cas de figure dans lesquels les normes vont venir apporter des solutions. Lorsqu'il y a une réglementation spécifique déjà existante sur un produit, alors ça peut être un texte national, un décret national, ou ça peut être une directive européenne. Et à ce moment-là, ces textes fixent des exigences essentielles avec des rédactions très générales.
Et le rôle des experts en normalisation autour de la table, ça va être de déterminer dans le document eh bien les modalités, le mode d'emploi opérationnel, de manière à s'assurer que l'on remplit bien les exigences qui sont dans ces textes, dans ces réglementations. Donc ça donnera une présomption de conformité. À partir du moment où vous avez suivi la norme, eh bien vous avez une présomption de conformité par rapport au texte légal. Et lorsque, et c'est souvent le cas dans les biens de consommation, vous n'avez pas de réglementation spécifique, et bien là, on tombe dans l'obligation générale de sécurité qui vous incombe en tant que responsable de la mise sur le marché d'un produit. Et quelque part, la norme, dans cette hypothèse-là, va devenir la traduction de ce que l'on entend par obligation générale de sécurité. Au niveau français, hein, dans le Code de la consommation, on a repris, c'est l'article L221-1. Il dit que les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. C'est-à-dire qu'on voit bien le caractère vraiment très générique de cette formulation. Et si vous n'avez pas derrière une norme qui vient préciser ce que l'on entend, hein, qui vient en fait quelque part être une déclinaison de cette obligation générale de sécurité pour un produit donné, eh bien, en cas de contrôle ou en cas de litige, eh bien, vous pouvez avoir du mal à apporter votre bonne foi. Si vous avez une norme telle qu'on est en train de la construire, de la co-construire avec les acteurs sur la cigarette électronique et les e-liquides, eh bien demain, à partir du moment où le document sera disponible, que vous vous le serez approprié, vous serez en mesure d'être conforme à ce document, eh bien vous n'aurez plus aucune difficulté, hein, vous aurez un niveau de sécurité juridique de manière à démontrer que vous avez bien suivi toutes les règles du jeu et que vous répondez bien à l'obligation générale de sécurité. Voilà. Donc en quelques mots, pour synthétiser mes propos jusqu'ici, notre rôle, nous, à AFNOR, c'est bien de rassembler des communautés d'acteurs, de leur apporter le suivi, le conseil méthodologique, de les accompagner dans l'élaboration du document qui va leur permettre d'obtenir cette solution, hein, cette réponse. Et après, on peut le faire au niveau qu'ils souhaitent. Et là, effectivement, comme Ashok le rappelait, nous, on a commencé au niveau français. Les Anglais également ont leur démarche nationale et demain, on se retrouvera certainement tous au niveau européen, puisque derrière, il y a aussi les enjeux de réglementation qui avaient été abordés lors de la conférence précédente sur la nouvelle directive tabac. Ici, en synthèse, sur justement comment on accompagne méthodologiquement ces acteurs, eh bien, il y a les organismes de normalisation, que ce soit AFNOR pour la France ou le BSI pour le Royaume-Uni. Et nous montons des groupes qui sont ouverts à toutes les parties prenantes et auxquels les experts vont venir apporter et contribuer à l'élaboration du document. Donc on a un rôle je dirais, extérieur en termes d'intérêt. Ce n'est pas nous qui apportons l'expertise technique sur le sujet normalisé, mais on est bien là pour faire en sorte que le projet puisse aboutir dans maîtriser le coût et les délais qui avaient été convenus avec l'ensemble des acteurs au départ. Par rapport, avant d'arriver au détail hein, de comment on a débuté au niveau français sur la cigarette électronique, hein, les travaux de normalisation. Rappelez quand même que la normalisation est guidée par certains principes. Donc j'ai parlé de l'ouverture, c'est-à-dire que nous devons de rassembler des
communauté d'acteurs le plus large possible, c'est-à-dire représentant les intérêts de tous les acteurs en présence, que ce soit les professionnels, donc fabricants, distributeurs, importateurs, tous les responsables de la mise sur le marché des produits, hein, pour résumer, tous les organismes d'évaluation qui vont permettre de s'assurer que nous aurons les moyens de vérifier les exigences que l'on mettra dans la norme, c'est-à-dire des organismes des laboratoires d'essais, des organismes de certification, d'inspection, et puis, bien sûr, les consommateurs et les pouvoirs publics. Nous fonctionnons donc sur un... Je vous disais que nous n'apportions pas le contenu technique des normes, ce n'était pas notre rôle, et donc on se doit de faire preuve d'impartialité. C'est un autre des principes qui guide nos travaux de normalisation. Et au travers de la cigarette électronique, je crois que nous avons un exemple d'impartialité, puisque nous avons dû réussir dans la constitution de la commission de normalisation à faire l'amalgame entre des acteurs de différents horizons, on peut résumer comme ça, que ce soit les pure players de la cigarette électronique, ou que ce soit des acteurs qui venaient originellement d'autres horizons et d'autres industries, de manière à ce qu'on puisse avancer convenablement sur l'élaboration de notre norme. Donc sur le démarrage des travaux de normalisation, il faut quand même rappeler que dans notre mission de recensement des besoins de normalisation, on n'est en capacité d'intervenir que quand il y a une demande qui est formulée par l'un des acteurs. Donc en l'occurrence, c'était une demande qui était issue du mouvement consommateur, donc l'été à l'automne dernier, avec l'Institut national de la consommation qui a relayé cette demande auprès de l'AFNOR. Et sur la base de cette demande, nous avons fait une première étape pour vérifier que nous pouvions lancer les travaux de normalisation. C'est une instruction qui a été envoyée à l'ensemble des acteurs que l'on avait identifiés comme ayant un intérêt sur ce marché de la cigarette électronique et des e-liquides. Et l'idée, c'était de vérifier que la demande émanant du mouvement consommateur était bien partagée par l'ensemble des autres catégories d'acteurs. Ça a été le cas. On a organisé une première réunion d'information et de coordination le 1er avril dernier. Et l'ensemble des acteurs présents ont convenu qu'il fallait se lancer dans cette démarche, que cette démarche avait un réel intérêt et qu'il fallait mettre en place une commission de normalisation dédiée à cet effet. Chose qui a été faite. La phase ensuite d'élaboration de la norme expérimentale dans laquelle nous sommes encore actuellement, c'est la phase la plus longue, je dirais, dans le processus. Eh bien, la première réunion de cette nouvelle commission a eu lieu le 16 mai. Cette commission, elle réunit aujourd'hui une centaine d'acteurs. Donc, vous imaginez bien qu'autour de la table, faire avancer les sujets avec plus de 100 personnes, enfin, en général, dans les réunions, autour de 60-70 personnes, c'est très bien parce que ça montre qu'il y a un réel intérêt dans la démarche. Mais par contre, en termes d'organisation, pour arriver à déterminer tous les points, tous les risques qui doivent être couverts par cette norme et se mettre d'accord sur le contenu, eh bien, ça peut être un peu délicat. Donc, on a mis en place 2 groupes d'experts de manière à aller plus rapidement, qui se réunit entre chaque réunion de commission de normalisation. Un groupe plus lié à la sécurité des produits et un autre plus lié aux méthodes analytiques. Donc le groupe sécurité des produits est animé par la FIVAP et le groupe sur les méthodes analytiques est animé par le Laboratoire national d'essai. Et cette commission, il lui fallait un président qui soit
je dirais, en capacité de synthétiser les débats et de valider le fait qu'on se soit mis d'accord point après point sur le contenu de ce futur document. Et donc nous avons nommé le professeur Bertrand Dotzenberg en tant que président de cette commission de normalisation, dont le domaine d'intervention de cette commission est bien les cigarettes électroniques jetables et rechargeables, fonctionnant avec des liquides pouvant contenir ou non de la nicotine. Donc, et il traite aussi des consommables liquides appelés e-liquides. Voilà, vous avez ici le calendrier de travail qui avait été partagé. L'élaboration d'une norme, qu'elle soit homologuée ou expérimentale, je ne m'attarderai pas sur le détail, mais en général prend 18 mois, hein, de manière, surtout quand on est sur un premier document de normalisation. Ashok pourra vous dire qu'en général, au niveau européen, on est, puisque là, il faut réunir, il faut que 33 pays se mettent d'accord. On est plutôt sur un délai de 3 ans, le temps de je dirais, réunir les avis de chacun des pays, etc. Donc ça prend un peu plus de temps. Au niveau national, on a cette capacité d'aller un peu plus vite, 18 mois. Et là, tout le caractère ambitieux de notre projet au niveau national, c'est que on doit pouvoir, à travers ce calendrier de travail, avoir un document qui ait fait l'objet d'un consensus et qui soit, je dirais, publiable dès la fin 2014. Voilà. La fin 2015. La fin 2015, pas la fin 2014. Non, au niveau national, fin 2014, premier document. De la norme expérimentale. Oui, en 2015. Début 2015, fin 2014, début 2015. Voilà. C'est je dirais, l'objectif ambitieux que se sont fixés les membres de la commission de normalisation, mais ça voudrait dire qu'on a été capable de produire un document en environ 9 mois. Voilà. Donc, en lieu et place de 18 mois, ou voire 3 ans pour les normes traditionnelles. Donc c'est vrai qu'il y a un calendrier très ambitieux de la part de l'AFNOR. Tout à fait. Donc je dirais à retenir où on en est aujourd'hui, une mobilisation très importante. Je vous ai parlé du nombre d'acteurs que l'on a autour de la table, très représentatif, hein, des différents intérêts en présence sur ce marché. Mais pour le moment, donc la publication de la norme reste, on tient le calendrier qui avait été convenu au départ. Bien sûr, ça sera une première norme expérimentale. Ensuite, il y aura une phase d'expérimentation. Et d'ores et déjà, on a vu poindre du côté de la Commission européenne dans un plan annuel qu'ils font sur la normalisation européenne, l'idée et le projet de faire une demande de normalisation. On appelle ça un mandat de la Commission européenne qui l'adresse au Comité européen de normalisation pour traiter la question de différents produits qui relèvent de la directive sécurité générale des produits. Et donc, la cigarette électronique fait partie de ces demandes qui devraient arriver autour de la table. Et ce que je peux rapidement dire pour conclure, c'est que d'ores et déjà au sein de la commission de normalisation en France, les acteurs sont parfaitement conscients de ce qu'évoquait, je dirais, le projet en différentes étapes qu'évoquait Ashok, c'est-à-dire que effectivement, nous voyons cette première norme expérimentale au niveau français comme une première étape et qui pourra ensuite être, je dirais, construite encore plus, de manière plus solide encore, de manière avec tous les homologues européens autour de la table, de manière à prendre en compte aussi l'ensemble des acteurs au niveau européen. Mais il y a d'ores et déjà cette volonté d'arriver au niveau européen à court terme. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on a en régie le document de la Commission européenne. Peut-être qu'on peut
l'afficher sur les écrans avant de te donner la parole, Catherine. Il y a aussi la Commission européenne qui a indiqué dans le cadre de la directive européenne qu'il pouvait y avoir des actions sur la normalisation. Il doit être prêt en régie, on va l'afficher, et ça visait, ce document, les modalités de recharge précisément que tu vois là, Catherine. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot. Excuse me, sorry. Pardon, désolé. Oui, effectivement. C'est juillet 2014, donc ça a 2 mois. Oui, oui. Donc ce document, nous avons essayé d'adresser ou de mettre ça dans notre document de base, et il stipule que si vous avez l'embout qui peut se mettre sur le réservoir ou que ce soit le type de l'outil, ça suffit pour donc couvrir cette partie légale. Mais que se passe-t-il si vous allez faire le plein? Il n'y a pas de standard. Donc, il faudrait cette standardisation de toute façon. Présentation par rapport au BSI. Alors, Just play a little bit. Yeah, it's there. It's just not there. There it is. Okay. Le voici. Comme j'ai dit tout à l'heure, on nous a demandé, et c'est notamment cet institut des standards britanniques, pour imposer des standards pour le secteur. Et puis on a parlé également avec d'autres acteurs. Et on nous a demandé aussi de leur donner des détails scientifiques et techniques, et nos membres ont effectivement donné leur accord pour sponsoriser, et c'est la première phase dans le procès, comme Grégory l'a dit tout à l'heure. C'est une première phase, il faut franchir un pas, et donc effectivement, nous avons eu des collaborations en France aussi, et aussi à Choc au niveau européen, il faudra collaborer. C'est une question de collaborer, c'est le plus important. Et ensuite, quand le travail est prêt, on va à l'Union européenne s'il y a consensus. Donc, nous avons notre document de base qui est prêt, qui va au comité de pilotage, et le prochain sera le 29 septembre, donc la semaine prochaine. Et après, donc, les parties prenantes pourront en donner un feedback. Et ensuite, il y aura la publication le 15 mars. Donc, le département de la santé au Royaume-Uni a effectivement dit que le document que nous allons établir devra être implémenté à un moment donné, bien sûr. Donc, voilà l'agenda, juste pour vous donner une idée. Mais donc, en principe, ce sera publié début mars. Quelle est la portée? Bon, il y a des recommandations par rapport à l'importation, la labellisation, la vente, etc. Donc aussi les bonnes pratiques par rapport aux ventes au sein de l'industrie, mais aussi des recommandations par rapport aux méthodes de test. C'est un des problèmes, des plus grands défis, puisqu'on a le modèle qui fonctionne par rapport à une bonne solution, et j'espère par rapport à des collaborations en Europe que ça contribuera au projet, mais on doit avoir des méthodes pour résoudre ces problèmes intrinsèques que nous avons, les différentes matériels que nous avons. Mais c'est difficile d'avoir une normalisation pour tous ces différents produits. Mais donc, on a effectivement donné des propositions par rapport à cela. Et nous référons également à certaines normes qui existent déjà, par exemple les batteries, les embouts. Mais je crois qu'il faut encore travailler là-dessus pour améliorer spécifiquement pour le secteur E6. C'est le code de bonne pratique, en fait, qui est aussi applicable sur les tests dans les laboratoires. Et ce sera notamment aussi pour ce secteur. Et il faudra être aussi ouvert que possible. Et le plus les vendeurs sont impliqués, mieux c'est.
Et il s'agit bien sûr des biens de consommation et non pas des biens médicaux. Donc, la solution que nous avons proposée pour tester donc, le problème, pour tester tous les produits, c'est d'avoir un standard et l'utiliser dans les tests. Et cela réduit exponentiellement le nombre de tests qu'il faudrait effectuer avec tous les matériels qui existent. Donc, on va prendre un matériel, un dispositif spécifique comme standard. Donc, le voici sur l'écran. Et l'atomiseur peut être standardisé aussi. Et ensuite, ce dessin qui est horrible, je m'excuse, mais ça pourrait éventuellement être une présentation ou l'aspect de la phase de test. Donc, voici, vous voyez donc le cylindre et l'endroit où il y a le vacuum qui est créé. Et ici, vous pouvez donc produire la vapeur qui passe par l'endroit où il y a le vacuum et l'émission des vapeurs peut être testée et on pourra recueillir les résultats par rapport aux substances qui sont donc se retrouvent dans la vapeur. Et si vous avez donc un petit outil, un cartomiseur par exemple, ce serait testé tel quel, parce que c'est comme ça qu'ils vont le vendre dans les magasins. Mais bien sûr, il est possible d'enlever l'atomiseur, de détacher cela de la batterie et d'attacher une autre batterie. Donc, il y a plusieurs configurations possibles. Et ces configurations devront aussi être testées, bien sûr. Il y a aussi des tests par rapport au liquide. La chromatographie, par exemple, c'est un test pour dépister les différentes substances dans les liquides. Et bien sûr, il faut travailler aussi sur un programme sur tous ces tests pour, bien sûr, créer les seuils sur les substances que l'on découvre. Nous savons déjà qu'il y a certaines substances qui ne devraient pas être présentes dans les liquides, qui peuvent être évitées. Donc, ce n'est pas un vrai problème. On peut les enlever facilement, mais d'éthylène glycol, par exemple, l'éthylène glycol, ce sont des substances, effectivement, qui font partie déjà. Et bon, de toute façon, tout le monde sera d'accord que certaines substances doivent faire partie du liquide, mais d'autres ne devraient pas être dedans. Donc, en ce moment, nous sommes en train de regarder si l'on peut effectuer des tests toxicologiques, et ces données, on va les traiter et on aura des recommandations par rapport à cela. Donc, c'est un secteur émergent. Et par rapport aux batteries, le test du batterie, c'est important d'en parler, puisqu'il y a déjà des standards, des normes, mais pas forcément pour les batteries qui sont conçues pour la cigarette électronique. Bien sûr, vous avez entendu des histoires des batteries qui explosent, et nous pouvons tester des batteries en utilisant un wattage élevé. Et bien sûr, tout le monde peut le faire, mais nous devons le faire en tant qu'organisation parce que nous devons savoir ce que peut causer une explosion. Est-ce que ça va être une catastrophe? À quel seuil, à quel moment est-ce que la batterie pourrait exploser éventuellement? Bon, toutes sortes de questions qu'il faut se poser, il y a des choses qu'il faut tester. Et que se passe-t-il si la batterie explose? Est-ce qu'il y a une grosse explosion ou que se passe-t-il? Et du Royaume-Uni, il y a aussi un niveau, une sorte de marge qu'il faut implémenter parce que certains consommateurs font de mauvaises manipulations, comme quoi la batterie est surchargée ou est mal utilisée. Donc, il faut construire dans ces tests aussi cette marge. Donc, il faut être sûr absolument que même si la batterie ne fonctionne pas comme il le faut, elle ne va pas exploser. Puisque dans le passé, il y a eu des explosions avec les batteries qui ont causé des mortalités.
Et ce n'est pas le liquide, puisque le liquide en soi est plus ou moins sûr. C'est stable, ce n'est pas un produit dangereux. Par contre, les batteries peuvent constituer des dangers. Donc, il faut vraiment se focaliser là-dessus, par rapport à la sécurité, bien sûr, et aussi la sécurité des personnes. Bon, ici, nous voyons un test et les vêtements qu'il porte la personne. Avant de donner la parole à Ashok Ganesh, je voulais savoir s'il y avait des questions par rapport au processus de normalisation en France et au Royaume-Uni. Oui, il y a un micro qui arrive. Oui, bonjour. Jacques Lewezek. J'aurais aimé savoir si, dans le processus AFNOR, les scientifiques étaient consultés. Alors, vous m'entendez? Bien sûr, la communauté scientifique a été informée de ces travaux. On a mobilisé le plus largement possible. Après, le nombre de représentants aujourd'hui de la communauté scientifique, puisque je vous parlais tout à l'heure des différentes catégories d'intérêt, tout l'environnement scientifique fait partie évidemment de la communauté que l'on doit avoir autour de la table lorsqu'on parle de ce type de sujet. Je ne peux pas vous dire précisément le nombre de scientifiques qui ont finalement intégré la démarche, mais en tout cas la commission est elle-même présidée par un représentant, un médecin. Voilà, tout à fait. On peut également dire que la commission AFNOR est un processus ouvert, donc il est toujours possible de rejoindre les travaux. Et là, Grégory, je parle sous votre contrôle. Et oui. Puis aussi également en France, le ministère de la Santé, la Direction générale de la Santé est informé du déroulé des travaux. Oui, ils sont inscrits dans la commission de normalisation et c'était d'ailleurs mon premier propos introductif, c'était de dire que le processus est en route, mais il n'est absolument pas fermé, c'est-à-dire que je dirais chaque semaine, les chefs de projet qui sont en charge de piloter cette commission de normalisation reçoivent de nouvelles demandes de participation. Voilà. Et aujourd'hui, tous les collèges, je dirais toutes les catégories d'acteurs sont représentés dans la commission de normalisation. Mais je n'ai pas les noms précisément en tête. Est-ce que le micro peut fonctionner dans la salle ? Oui, donc en clair, si je veux participer en tant qu'expert scientifique du domaine, il faut que j'en fasse la demande. Est-ce qu'il y a une autre question On peut pour Monsieur Berthoud ou Catherine Devlin? Alors je vous propose qu'on écoute la présentation d'Ashok Ganesh du CERN. Okay, thank you. Merci. Je suis très heureux d'être ici à Paris, et même surtout s'il fait beau, comme aujourd'hui. Grégory a déjà expliqué en partie ce que j'allais expliquer, et en plus il a fait en français. Mais bon, moi je vais continuer en anglais. Certaines choses, vous allez les reconnaître de toute façon, comme vous les avez déjà entendues. Voilà. Les normes sont des outils de business. Les entreprises utilisent les normes. Et surtout, les personnes qui les utilisent sont bien représentatives du secteur. Et nous offrons une sorte de plateforme pour la création de normes européennes. Qui sommes-nous? C'est la question. Alors, je vais parler là de ça tout de suite. Vous comprenez bien ce que seront les standards, les normes. C'est un accord technique, que ce soit sur la prestation, la performance d'un produit, ou un accord sur une méthode de test, d'analyse, peu importe. Les normes
Il y en a beaucoup. Il y a des normes pour des choses au travail, à la maison, les loisirs. Il y a des standards partout. Les personnes comme moi, nous n'écrivons pas les normes, mais nous offrons une plateforme, un mécanisme, une sorte de base pour ceux qui veulent introduire les normes. Et nous le faisons à travers de nos membres. Nous avons 33 membres nationaux et 2 d'entre eux sont AFNO en France et BSI au Royaume-Uni. Pourquoi faut-il implémenter des standards, des normes? Et pourquoi sont-elles importantes? Grégory et moi, nous pourrions... bon, je crois qu'on est d'accord sur cela, mais l'intérêt et la valeur et le processus que nous offrons par rapport aux normes, c'est... Et les accords qui sont stipulés dans le document sont très importants, mais pas seulement pour un seul pays, mais pour l'Europe entière. Et pour obtenir des choses comme par exemple la sécurité, la qualité des produits, pour aussi avoir une compatibilité entre les produits, entre les différents systèmes, pour que les choses peuvent être mises ensemble, pour que ça fonctionne comme un ensemble. Les normes donnent aussi accès au marché. Par exemple, avec 33 États membres dans l'Union européenne qui ont tous une norme et qui les transposent dans leur législation normale nationale comme leur norme, eh bien, ça représente un avantage énorme. Et même au-delà de cela, il y a des avantages. Ça encourage aussi la compétition, la concurrence entre les différentes entreprises. Quand on se met d'accord sur une norme, ça constitue une base pour la pointe de technologie. Donc, quand tout le monde connaît vers où il faut aller, les organisations individuelles peuvent éventuellement encore offrir de différents produits, mais ils devront respecter une certaine norme. Et les standards aideront également les entreprises à améliorer leur efficacité et économiser. Et pensons aussi à la législation européenne et la codification de la nouvelle connaissance, de la nouvelle know-how en quelque sorte. Et cela peut constituer une base. On peut, à l'aide de l'expérience et au fil des années, on peut innover bien sûr, mais il faut la base. J'ai mentionné qu'il s'agit de 33 États membres avec 28 pays dans l'Union européenne, plus les 3 pays qui font partie de l'Organisation du commerce aussi, donc la Macédoine par exemple, donc au total 33, et dans l'avenir il y en aura 34, 37, peu importe. Mais donc les normes donnent accès à un marché de 600 millions de consommateurs. Et tous les États membres, donc l'avantage c'est que tous les États membres vont publier les normes comme unité et c'est un impact invraisemblable pour les différentes parties prenantes du marché, du moins pour les personnes et les parties prenantes qui en font usage, bien sûr. Qui sommes-nous? Voici les noms et les logos de nos membres. Donc moi, je représente 2 organisations, SEN et Senelec, donc dans le domaine électromécanique. Mais ici, vous voyez des noms très connus, par exemple AFNOR et BSI, aussi différents membres du Royaume-Uni, Deutsches Institut. Or, c'est un autre institut. Et bien sûr, nous ne travaillons pas que dans l'Union européenne. Nos membres sont au niveau national, mais font partie aussi de certains instituts au niveau mondial. Donc, si les parties prenantes le veulent, des standards européens qui
peuvent venir des États membres peuvent être facilement transposés et mis au niveau international. Et il y a une sorte de dynamique entre le niveau européen et international par rapport aux normes. Et nous pouvons également prendre des normes de l'Union européenne, les transposer éventuellement ou les proposer à l'international, et aussi le mouvement inverse. Donc, il y a une certaine dynamique entre ces deux par rapport à la normalisation. Donc, les ressources peuvent être utilisées de manière plus efficace. Il peut y avoir des accords techniques. C'est vraiment la base pour une industrie sur échelle mondiale. Et donc, les normes peuvent plus facilement être adoptées par rapport aux besoins. We currently have Bon, on peut avoir environ 20 000 normes au niveau européen. Et bon, l'idée, c'est pas que 10 000, ça suffit pas, ou 30 000, c'est trop. Non, c'est l'idée que 20 000, ça représente, en fin de compte, un bon résultat. C'est le résultat de tous ces domaines, de tous ces acteurs qui ont mis en commun tous ces travaux, en fait. Et puis, ça, ce sont les secteurs traditionnels dans lesquels nous travaillons. Nous avons une histoire, n'est-ce pas, au niveau de ces standardisations, ces normalisations dans les secteurs de la construction, dans l'ingénierie, dans la production, dans tous ces secteurs-là. Et en fin de compte, vous le voyez, quoi, il y a vraiment une échelle qui monte et on voit les services aussi, on voit vraiment tout, que sais-je, l'alimentaire, la chimie, bref, que des choses vraiment fondamentales. Et ce sont des thèmes qui sont fondamentaux parce que, voilà, ça fait vraiment partie de notre travail et c'est la législation qui est prise en compte ici. Alors, juste 2 mots ici pour voir les zones typiques, les secteurs typiques au niveau de l'accessibilité, de la chimie, de la défense, de tout ce qui concerne les sujets que nous traitons, et puis aussi d'autres, les villes entre guillemets intelligentes, les méthodes entre guillemets smart, c'est-à-dire intelligentes, tout ce qui concerne vraiment les bonnes pratiques, l'innovation, la recherche, le top, quoi, vraiment, qui est mis en œuvre en fait. Et puis aussi, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous essayons de mettre ensemble, un petit peu comme dans un puzzle, dans une mosaïque, toutes ces parties d'une mosaïque qui créent un système, qui crée des intérêts et puis aussi voilà, des possibilités à interpréter au niveau d'un processus finalement qui n'est pas très rapide puisque nous avons une standardisation qui, somme toute, nous permet d'avoir, comment dirais-je, comme le processus d'entonnoir, pour mettre ensemble les aspects et petit à petit, eh bien, on en vient à l'essence. Et c'est ça l'idée, c'est d'en arriver à une essence d'un travail, d'années, d'un parcours. Et donc on commence, et puis petit à petit, on en arrive à un document mûr qui permet d'accumuler une expérience et bien voilà, d'avoir un bon document. Et c'est cela. En fait, on essaye de travailler avec ce mot magique qui est le consensus. C'est ça. Et donc, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, on essaye de travailler sur un consensus, c'est-à-dire d'avoir un avis partagé par la plupart. Et à partir de là, eh bien, on touche la population, on peut avoir vraiment un impact, on a vraiment quelque chose de volontaire, n'est-ce pas, qui part de cette standardisation, de cette communauté, pour eh bien, aboutir à quelque chose vraiment de tangible. Et dans cette diapo, on peut voir ce que Grégory disait il y a un instant, c'est-à-dire l'aspect européen, l'aspect technique, c'est-à-dire ce processus avec des comités, avec des données qui sont coordonnées, n'est-ce pas, à un niveau européen. Et ça, c'est un élément clé, attention, parce que ça nous permet de voir la sensibilité nationale de chacun des acteurs. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent au niveau des standards, qu'est-ce qu'ils veulent à l'intérieur, qu'est-ce qu'ils veulent comme discussion, qu'est-ce qu'ils veulent comme accord, à quoi ils s'attendent. Et ça, c'est excellent, parce que vraiment, on peut travailler de façon, je dirais, parfaite. Donc, les standards européens, donc ce sont des documents, en fin de compte, qui sont écrits non pas par des personnes comme moi dans un bureau à Bruxelles en disant bon, qu'est-ce qu'on va faire au niveau européen. J'ai pas la compétence, j'ai pas la connaissance, j'ai pas l'expertise pour le faire, n'est-ce pas? Mais on essaye avec mes collègues d'offrir nos capacités au point de vue du mécanisme, de la possibilité vraiment de mettre en commun cette connaissance, d'en arriver à quelque chose de fiable comme instrument, comme outil. Et puis on passe par
par le biais d'un processus où on a des potentialités, où les parties ensemble peuvent discuter autour d'une table de ces standards, de ces normes. Et puis, chacun doit vraiment, je dirais, s'intégrer dans le débat. Et ça permet de donner quelque chose de vivant, de vrai à cette création. Et donc, on a ensuite le résultat qui correspond vraiment à une volonté, à un désir européen. Et ça, c'est fondamental parce que ça va au-delà du niveau national. Ça arrive à toucher vraiment toutes les souches, tous les pays. On a une série de normes, de standards, de champs, de secteurs, d'industries, de que sais-je. Comme je le disais, 1000 et 1000 aspects qui ensemble sont cohérents. Il y a un accord à la base. Et ça, c'est très puissant. C'est très fort parce que ça permet, c'est la démonstration d'une interaction, d'un travail en commun, d'un partage et d'un accord, évidemment, entre ces personnes sur la sécurité, sur la protection de l'environnement, sur la consommation. Ce sont des exemples, il y en a plein d'autres, bien sûr. Et puis, je crois que j'ai fini, donc je vous remercie beaucoup de votre attention. J'ai 2-3 questions par rapport à votre présentation. La première, c'est par rapport aux modalités de fonctionnement des commissions. Vous avez parlé de 33 pays. J'ai cru aussi comprendre qu'il y avait un système de vote pondéré, à savoir que le Royaume-Uni et la France ont plus de voix que le Luxembourg ou la Belgique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus par rapport aux décisions prises dans les différentes commissions ? Oui, absolument. Il y a, comme je le disais, c'est la même chose, n'est-ce pas, au niveau national. On travaille sur le consensus. C'est ça l'idée. Donc on a des standards sur lesquels on s'accorde, on trouve un accord. Ça représente un accord. Et puis, on doit avoir des processus tout de même. Des processus, c'est-à-dire qui nous permettent de comprendre, de voir clairement ce qui a été évoqué. Et puis, on a les membres qui votent sur la création, sur l'initiation de nouveaux standards. Et là, attention, ça a un impact aussi sur les membres dans le futur, n'est-ce pas, au niveau des acteurs, des participants, parce que ce sont des nouvelles pièces qui viennent amener à qui sont amenées à la mosaïque et qui permettent l'implémentation, la mise en œuvre plus tard de cette réalisation. Donc, en fin de compte, on a un impact sur ces membres, sur les ressources dont j'ai parlé. Et puis, à la fin, on a un deuxième vote, c'est-à-dire sur un texte final qui doit être approuvé au niveau des propositions, des standards européens. Et pourquoi? En fait, il faut que ce soit clair, parce que le consensus est là ou pas. C'est oui ou non, hein, d'une certaine manière, parce qu'on se base sur les attentes par rapport au vote, n'est-ce pas? Et les votes correspondent aussi au traité européen. Donc, en fait, on a la possibilité de nous l'approprier par le biais de ces bonnes pratiques, par le biais des pays qui ont, somme toute, des secteurs impliqués au niveau des affaires, au niveau de mille et mille choses, que sais-je, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, bien sûr, ont une population plus importante, donc ils ont un poids aussi plus important. Mais néanmoins, nous avons un seuil de 69% du vote qui doit être réalisé pour l'accord final. Et puis, le vote en lui-même confirme, comment dirais-je, un niveau d'accord. Et donc, l'accord est réalisé surtout par le biais de discussions, de contributions, d'échanges entre les experts qui savent précisément quels sont les points clés, quels sont les points d'accord. Et si on peut décider qu'à tel jour, à telle date, on obtiendra tel résultat. Et ça marche. Encore une question pour vous, une dernière, où j'en aurai plusieurs si on a encore un petit peu de temps. C'est vrai qu'avec les CITA à la FIVAP, on est confronté avec nos interlocuteurs à des questions du type la standardisation en France, au Royaume-Uni et encore plus au niveau européen, ça risque de casser l'innovation. Et c'est vrai que nous sommes pour des systèmes ouverts, pour laisser l'innovation se développer. Et on peut avoir des personnes qui ont des craintes par rapport à l'innovation. Alors, qu'est-ce que vous pouvez leur répondre? Ça, c'est la première question. Et puis la deuxième, c'est de dire, en lien avec l'innovation, que déjà, comme on l'a vu avec l'AFNOR, c'est difficile de se parler et de trouver du consensus entre Français ou entre Anglais. Et donc, comment on peut faire pour trouver du consensus, ou quel est votre conseil pour que ça se passe bien si demain il y a un travail de normalisation à l'échelle européenne via Bruxelles, via le CEN et Sénélec? Quel est votre conseil pour qu'on arrive à trouver du consensus européen?
c'est très intéressant cette question au niveau de l'innovation que vous me posez. Et puis, ça va créer un débat ultérieur. C'est vrai, on voit la standardisation à différents niveaux et parfois ça étouffe l'innovation, c'est sûr. Donc, la standardisation peut toutefois permettre, comment dirais-je, de passer à un niveau supérieur. Un niveau supérieur, même si on a la technologie ou d'autres secteurs qui sont présents, qui ont été expérimentés à 100%. Mais les standards, ce sont des documents vivants. Je l'ai dit, c'est une première étape. C'est fondamental, ça. Hein, parce que les acteurs viennent ensemble, trouvent un accord sur un document, sur une idée, sur un niveau de technique, d'accord. C'est fondamental. Parce que c'est une façon de tester. Ça peut être un produit aussi. Le standard peut toujours être modifié. Attention, peut être amélioré, bien évidemment, selon l'expérience, selon les feedbacks, donc les suivis. Et l'idée de cette normalisation, bien sûr que ça peut faire peur, parce que c'est un instrument. Attention, donc on peut discuter aussi sur cela. L'utilisation de cet instrument, de cet outil pour supporter, pour aider l'innovation. Et puis, il y a un exemple peut-être très simple aussi, au niveau quotidien. Nous avons tous un smartphone dans notre poche. Bon, voilà, l'idée, c'est qu'ils peuvent avoir un standard GSM, mais le standard GSM, c'est quelque chose qui est arrivé en Europe et qui a eu des accords. Mais à l'époque, il y avait beaucoup d'autres standards qui étaient utilisés dans le monde entier, mais en fait, parce que les Européens ont trouvé un accord, eh bien, dans le monde entier, on a pu suivre ce standard global, n'est-ce pas, au niveau de la téléphonie mobile. Donc, attention, c'est la même idée ici pour le GSM. Donc, c'était quelque chose qui était lié à l'innovation, à l'industrie de pointe. Ça a permis d'avoir un essor et de se développer ultérieurement. Alors, répondant à votre deuxième question, mon monsieur, eh bien, ça dépend du niveau dont nous parlons, parce que nous avons un processus qui, bien sûr, est très bien documenté, qui est transparent, qui est ouvert et qui est clair, www.sane.eu. Vous aurez tous les documents nécessaires, les procédures qui sont bien expliquées. Et vous verrez aussi le processus qui est bien expliqué avec les différentes phases, justement. Et on a la possibilité de voir comment le processus fonctionne. Et puis, aussi, je dirais que votre secteur de la cigarette électronique est sur le bon secteur, la bonne plateforme, si je puis dire. On a vraiment des documents qui sont en train de se développer, qui vont peaufiner l'aspect final. Et ça, c'est important parce que nous avons une partie de l'industrie dans d'autres pays aussi qui sont déjà en train de parler de ça avec d'autres membres. Et donc, s'ils réussissent à vraiment créer quelque chose de novateur, bon, je ne sais pas quel sera l'accord aujourd'hui, mais nous devons continuer le travail, continuer à parler avec les membres du Parlement et dans les différents pays. Et l'idée, c'est d'être coordonnés, c'est de se concentrer sur un objectif lié à des standards. Peu importe les contenus techniques, ça viendra après, ça, c'est pas fondamental. L'important, c'est vraiment de pouvoir être ensemble et arriver à aboutir à ce processus, trouvant des accords ensemble. Et c'est ça l'idée. Alors, j'ai une question à vous poser par rapport à... D'ailleurs, corrigez-moi. Donc, en fait, on doit avoir un engagement de la part des Européens sur au moins 5 des États organisateurs, c'est ça, mais pas forcément un processus dans chacun de ces pays. Est-ce que c'est ça ? Oui, en fait, on doit avoir 5 membres qui votent, n'est-ce pas, au niveau du début du processus. Ces 5 membres doivent être représentatifs d'un mouvement national provenant de leur pays qui supporte la création de normes européennes qui indiquent par conséquent qu'on a des ressources pour écrire ces normes. Et ça va représenter les nécessités, les besoins du marché. Donc, 5, c'est une sorte de, comment dirais-je, façon de tâter le terrain. En fait, c'est ça l'idée. Quelque chose qui, voilà, petit à petit, on tâte le terrain, on avance et on voit comment ça se développe. Et c'est ça. En fait, c'est un processus qui naît comme ça. On voit comment ça se développe et on voit comment, eh bien, on peut avoir au niveau de chaque pays les différentes issues possibles, les différentes idées et comment on peut petit à petit aboutir à d'autres exemples aussi. Par exemple, que sais-je, des thèmes qui ont été déjà traités.
au niveau européen. Et les acteurs dans beaucoup de pays européens doivent s'organiser au mieux et avoir des contacts avec les organisations, disons, liées aux standardisations. Donc voilà, l'idée c'est se mettre en contact avec ces organismes et pouvoir avoir les informations nécessaires. Sur la directive européenne, je reviens plus précisément à la cigarette électronique aussi. Nous avons parlé donc de la transposition dans les différents États membres. En parallèle, nous voyons qu'il y a des travaux de normalisation en France, au Royaume-Uni, demain en Europe. Comment vous voyez la relation entre les travaux de normalisation européens et la transposition de la directive européenne? Est-ce qu'il y a des liens à bâtir entre ces deux canaux qui permettent de définir aussi une régulation, une réglementation des produits cigarettes électroniques? Et avec le document aussi de la Commission européenne de juillet. Oui. First of all, Oui, alors tout d'abord, je pense que nous avons au moins deux mondes qui travaillent ensemble. Et d'ailleurs, parfois, ils sont complètement indépendants l'un de l'autre. Et au niveau de la réglementation, on a des lois, on a des standards. Mais attention, on peut être dans un monde différent, mais avoir un impact dans l'autre monde. Donc, attention, on a le deuxième monde, c'est un peu le monde des affaires, le business. On a des instruments bien particuliers. Et ces deux mondes, le monde de la réglementation et le monde des affaires, si on peut dire, eh bien, à un certain point, ils ne sont pas toujours en accord parce qu'ils peuvent être détachés, ils peuvent être en désaccord, mais ils ont des liens. Ces liens sont importants parce que quand on a des accords entre les personnes en charge de la réglementation et les acteurs, n'est-ce pas, au niveau du business, bon, attention, là, vraiment, on développe des enjeux et la communauté s'agrandit, ce sont des drivers, hein, attention. Et donc, il faut qu'il y ait des standards, des normes préexistantes pour identifier, somme toute, ce support dans l'implémentation, c'est-à-dire la mise en œuvre de ces idées. Donc, c'est un petit peu, comment dirais-je, difficile, parfois, de trouver, d'avoir comment dire, une vitesse à trouver ensemble. Parce que parfois, ça ne va pas de pair. Donc, il faut céder ou il faut que l'un passe avant l'autre et ensuite reste en contact. Donc, la communauté des affaires, par exemple, nous disent, bon, très bien, on s'organise, on va organiser des normes et puis on va suivre la loi. Ou bien le contraire. Et là, ça peut aller de pair, en effet. Donc, l'important, c'est d'aller de pair, de trouver un processus qui travaille en parallèle. Et l'intention, c'est de développer ces standards, d'aider la réglementation. Et ici, on a aussi la communauté des affaires, comme je l'ai dit, qui va vraiment aider ces standards, ces normes européennes. Et je pense que c'est une opportunité excellente pour permettre d'aligner ces deux besoins, ces deux nécessités. Et là, comme on l'a dit, c'est fondamental parce que dans le futur, eh bien, on le verra, et il y aura de plus en plus de demandes de travail à faire ensemble. Et donc, en fin de compte, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, on est ravis de pouvoir les aider. Et à partir du moment où les participants, les personnes en jeu, les acteurs, n'est-ce pas, veulent écrire ou donner leurs desiderata, c'est intéressant parce qu'on peut savoir quels sont leurs souhaits au niveau, et les aider au niveau justement de la réalisation, de l'application et la mise en œuvre, somme toute, de tout cela. Et il faut, attention, que ce soit cohérent. Il faut être cohérent avec la réglementation et suivre les idées qui sont soulignées. Donc, bien sûr, tout ce qui est... bon, il faut que ça... Comment dire, que les deux aillent bien ensemble, c'est sûr. Donc, c'est ça l'idée, c'est de trouver les bons contacts, de trouver le bon équilibre, les bonnes formes de développement. Et ça, en 2015, on va le voir et on va mettre tout ça ensemble et on va aller de l'avant de pair. Je me signale que nous devons conclure rapidement. Est-ce qu'il y a une ou deux questions à poser à nos interlocuteurs? Non? Eh bien, je vous remercie à tous les trois d'avoir participé à cette conférence et puis on suivra avec attention les travaux du BSI, de l'AFNOR et puis du CEN, je l'espère, très prochainement. Merci à vous.